Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les lumières du grand hall de l'hôtel Somerset scintillaient comme des projecteurs impitoyables. Les rires fusaient, secs, cruels, portés par une poignée d'invités trop bien habillés pour cacher leur méchanceté. Au milieu d'eux, une femme noire était assise de force sur une chaise, ses poignets attachés par des sangles de cuir. Elle s'appelait Maya Jefferson. Une femme digne, discrète, qui avait toujours porté sa vie comme un manteau lourd, mais jamais sale. Pourtant, ce soir-là, sa dignité avait été traînée dans la boue. Échec. Voilà ce que tu es, cracha une voix féminine, acide, couverte de bijoux. Regarde-la, elle croit qu'elle vaut quelque chose. Ricana un autre, téléphone à la main, enregistrant chaque seconde. Les mots étaient plus tranchants que les cordes qui lui sciaient la peau. Échec. Ce mot résonnait comme une gifle qui refusait de s'arrêter. Maya voulait crier, mais sa gorge était serrée. Elle sentait le regard des employés de l'hôtel, cachés derrière le comptoir, qui détournaient les yeux, trop effrayés pour intervenir. Elle savait qu'elle n'était pas seulement attachée par des sangles, mais aussi par l'indifférence d'un monde qui pensait pouvoir la piétiner sans conséquence. Ses yeux se remplirent de larmes. Pas de faiblesse, mais de rage contenue. Elle voulait hurler qu'il se trompait, qu'elle avait de la valeur, qu'elle n'était pas une femme à écraser pour le divertissement d'une élite arrogante. Mais chaque mot qu'elle aurait pu prononcer semblait étouffé par les rires. Puis, la porte du hall s'ouvrit. Un silence glacé traversa la pièce comme une lame invisible. Les rires s'éteignirent. Les regards se tournèrent. Un homme entra, vêtu d'un costume sobre, presque banal. Mais il n'avait pas besoin de briller pour imposer sa présence. Son regard, d'une froideur contenue, balaya la scène. C'était Alexander Cole, l'homme dont le nom circulait dans les coulisses du pouvoir, qu'on appelait parfois « l'ombre des milliardaires », parce qu'il possédait plus qu'il ne montrait. Ses yeux se posèrent sur Maya. Ses traits, d'abord durs comme le marbre, se fissurèrent en une douleur silencieuse. Sans dire un mot, il avança. Chacun de ses pas semblait peser plus lourd que les cris qui avaient résonné auparavant. Il se pencha, toucha les sangles, et les détacha doucement. Maya sentit ses poignets libérés, ses mains tremblantes tomber dans celles de son mari. Alexander releva la tête, ses yeux rencontrant ceux des bourreaux. Pas de cris, pas de menaces. Seulement une phrase, basse, glaciale, qui coupa l'air comme une sentence. Vous venez de commettre la pire erreur de votre vie. Maya comprit alors que cette humiliation n'était pas la fin. C'était le commencement. Le commencement d'une vérité qui allait éclater, d'une justice qui ne se monnayait pas, et d'une guerre silencieuse qu'Alexander mènerait pour elle, mais aussi pour toutes celles qu'on avait traitées des échecs. Ce soir-là, ceux qui riaient ne savaient pas encore qu'ils venaient de réveiller une tempête. Le silence qui suivit les paroles d'Alexander fut lourd, presque suffocant. Dans le hall, on n'entendait plus que le souffle irrégulier de Maya, ses poignets encore marqués par les sangles. Les invités, quelques minutes plus tôt si arrogants, se regardaient maintenant, nerveux, comme des enfants surpris en faute. Alexander aida doucement sa femme à se lever. Sa main, ferme mais tendre, soutenait la sienne comme une promesse, plus jamais. Tu es libre, Maya, murmura-t-il, ses yeux cherchant les siens. Ils m'ont humiliée devant tout le monde. Répondit-elle d'une voix tremblante. Et ils paieront pour ça. Mais pas de la manière qu'ils imaginent. L'homme qui avait filmé quelques minutes plus tôt tenta un sourire nerveux. Monsieur Cole, ce n'était qu'un jeu. Vous savez, une petite plaisanterie. Alexander se tourna lentement vers lui. Son regard, d'une froideur glaciale, coupa court à toute tentative de justification. Attacher une femme, l'insulter, la filmer pour se moquer d'elle. Vous appelez ça une plaisanterie? Écoutez, on ne savait pas quelle était votre femme. Ces mots, malhabiles, firent trembler Maya. Elle sentit à nouveau la brûlure de l'humiliation. Comme si sa valeur dépendait uniquement de l'identité de son mari. Alexander fronça les sourcils. Et si elle n'avait pas été ma femme? Elle aurait mérité ça? Le silence fut total. Personne n'osa répondre.
Il passa son bras autour de Maya et se dirigea vers la sortie. Mais juste avant de franchir les portes, il s'arrêta et lança, d'une voix qui résonna dans tout le hall. Vous ne riez plus. Gardez en mémoire ce silence, car il sera la dernière chose qui vous protégera. Dans la limousine noire qui les attendait devant l'hôtel, Maya s'effondra contre son mari. Elle avait retenu ses larmes trop longtemps. Alexander, je croyais que j'étais forte. Mais ce soir, je me suis sentie si faible. Non, Maya. Ce soir, tu as été forcée à subir. Mais être forcé n'est pas être faible. La faiblesse, c'est de rire de la douleur d'autrui. Et eux, ce sont les faibles. Il prit sa main, la caressa doucement, puis sortit son téléphone. « Qui appelles-tu » demanda-t-elle en relevant la tête. « Mon avocat » répondit-il simplement. Son ton était calme, mais Maya connaissait cet homme. Quand Alexander Cole se mettait en marche, aucune tempête ne pouvait l'arrêter. Quelques heures plus tard, dans une suite luxueuse de leur résidence privée, Maya observait son reflet dans le miroir. Ses poignets portaient encore les marques rouges. Elle passa ses doigts dessus et murmura. « Échec, c'est ce qu'ils ont dit de moi. » Alexander, qui venait d'entrer dans la pièce, posa ses mains sur ses épaules et plongea son regard dans le sien à travers le miroir. « Tu n'es pas un échec, Maya. Tu es ma plus grande victoire. » Un léger sourire se dessina sur son visage, malgré les larmes. Mais au fond d'elle, Maya savait que cette humiliation n'était que le début d'une guerre plus vaste. Car ce qu'elle avait vécu ce soir, combien d'autres femmes, combien d'autres hommes l'avaient subi dans l'ombre, sans que personne ne vienne les sauver? Et cette pensée, loin de l'écraser, alluma une flamme nouvelle dans son cœur. Le lendemain matin, la ville s'éveilla comme si rien ne s'était passé. Mais pour Maya, chaque rayon de soleil était encore voilé par les éclats de rire de la veille. Elle n'avait presque pas dormi. Les mots « échec » tournaient encore dans son esprit, lui rappelant la chaise, les sangles, les téléphones braqués sur elle. Alexander, en revanche, était déjà debout depuis l'aube. Il avait revêtu son costume sombre, préparé des dossiers et passé plusieurs appels. Quand Maya entra dans le salon, vêtue d'une simple robe de coton, elle le trouva penché sur son bureau, téléphone collé à l'oreille. « Je veux tous les enregistrements, chaque copie, chaque partage. Et je veux les noms de ceux qui ont diffusé. Pas demain, aujourd'hui. » Sa voix était basse, maîtrisée, mais chaque mot résonnait comme un ordre irrévocable. Maya s'assit en silence, observant son mari avec un mélange d'admiration et de peur. Elle savait que quand Alexander entrait dans ce mode-là, rien ni personne ne pouvait se mettre en travers de sa route. Il raccrocha, puis leva enfin les yeux vers elle. « Tu devrais manger quelque chose, dit-il doucement. »« Je n'ai pas faim, murmura-t-elle. Un silence s'installa. Alexander se leva, la rejoignit, et prit ses mains. « Écoute-moi, Maya. Ils veulent que tu croies que tu es faible. Ils veulent que cette honte t'écrase. Mais tu n'as rien à prouver. Tu as déjà survécu. »« Mais c'est ça le problème, Alex ?» répondit-elle en relevant la tête. « J'ai survécu, oui. Mais combien d'autres femmes ne survivent pas à ce genre de choses? Combien subissent ça chaque jour sans que personne n'entre par la porte pour les libérer ?» Elle parlait vite, ses yeux humides mais ardents. C'était la première fois depuis l'incident que sa voix vibrait de cette intensité. Alexander l'écouta attentivement. « Tu as raison, » souffla-t-il. « Alors faisons en sorte que ton histoire ne soit pas seulement la tienne. » Maya fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que ce n'est pas seulement une affaire d'avocat et d'argent. C'est une affaire de voix. Ta voix. Tu dois parler, Maya. Tu dois raconter ce qui s'est passé. » Elle recula légèrement, secouant la tête. « Non, je ne suis pas prête. Je ne veux pas être un spectacle. »« Ce n'est pas un spectacle, » répondit-il fermement. « C'est la vérité. Et parfois, la vérité doit être criée pour qu'elle ne soit pas enterrée. » Quelques heures plus tard, un journaliste d'investigation, David Harris, réputé pour dénoncer les abus des puissants, se présenta à leur domicile. Il avait entendu des rumeurs de ce qui s'était passé au Somerset. Dans le salon, face à lui, Maya hésitait.
Ses mains tremblaient encore, ses mots restaient coincés dans sa gorge. Madame Jefferson, vous n'avez aucune obligation de parler. Mais sachez une chose, si vous ne le faites pas, ce sont eux qui écriront l'histoire à votre place, dit David d'une voix posée. Elle inspira profondément. Les images de la veille refirent surface. Les insultes, les rires, le silence complice des spectateurs. Et la voix d'Alexander résonna dans son esprit, « Ta voix. » Alors, pour la première fois, Maya prit la parole. Sa voix était tremblante au début, mais plus elle parlait, plus elle devenait ferme. Elle raconta la chaise, les sangles, le mot « échec », répété encore et encore. Elle parla de la peur, de la honte, mais aussi du moment où son mari était entré, où la peur s'était transformée en une promesse de justice. David l'écoutait en silence, son enregistreur posé sur la table. Quand elle eut fini, il hocha simplement la tête. « Merci. Ce que vous venez de dire, ça peut changer beaucoup de choses. » Maya se tourna vers Alexander. Il lui serra la main, fier, et souffla doucement. « Voilà. La tempête commence. Mais cette fois, c'est toi qui tiens le vent. » Cette nuit-là, Maya ne dormit pas beaucoup non plus. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas l'angoisse qui la tenait éveillée, c'était une flamme nouvelle. Une conviction. 2 jours après l'entretien avec David Harris, le premier article parut en ligne. Le titre claquait comme une gifle. Humilié et attaché, le témoignage choquant de Maya Jefferson. Le papier détaillait tout, la soirée au Somerset, les rires, le mot « échec », la vidéo filmée par un des invités. Harris n'avait pas seulement rapporté les faits, il avait aussi donné une voix à Maya. Ses phrases, parfois tremblantes, apparaissaient entre guillemets, authentiques, impossibles à ignorer. Les réactions furent immédiates. Certains internautes exprimèrent leur indignation. C'est révoltant, comment des gens riches peuvent se permettre ça en 2025 ? Respect à Maya, parler après sa demande du courage. Mais d'autres, plus cruels, tentaient de minimiser. Elle exagère, c'était sûrement une blague. Si son mari n'était pas milliardaire, personne n'en parlerait. Maya lut les commentaires, les bons comme les mauvais. Son cœur battait vite, chaque mot résonnait en elle comme un jugement. Elle posa la tablette sur la table et murmura. « Alex, et si j'avais fait une erreur ? Et si ça se retournait contre nous ?» Alexander, assis à côté d'elle, posa sa main sur la sienne. La seule erreur aurait été de rester silencieuse. La vérité dérange toujours, Maya. Mais regarde bien, tu n'es plus seule. Il avait raison. Déjà, des femmes écrivaient sous l'article. J'ai vécu la même chose dans mon entreprise, merci d'avoir parlé. On m'a traité d'inutile, d'échec, je comprends ta douleur. Ces messages allumèrent une flamme dans son cœur. Le soir même, les chaînes de télévision reprirent l'affaire. Une journaliste montrait la vidéo, floutée, où l'on distinguait Maya attachée, les rires autour d'elle. Les personnes présentes ce soir n'ont pas encore été identifiées, mais selon nos sources, il s'agirait de plusieurs héritiers et investisseurs connus dans la haute société de New York. Annonça la présentatrice. Dans un bar de Manhattan, un des agresseurs, Derek Halloran, fils d'un magnate de l'immobilier, vit son visage apparaître à l'écran, en arrière-plan d'une capture. Il jura entre ses dents. « Merde, on est foutu si ça continue. » Un de ses amis ricana nerveusement. « Bah, ton père réglera ça comme toujours. L'argent efface tout. » Mais Derek, cette fois, n'était pas convaincu. Chez les Cole Jefferson, le téléphone sonnait sans arrêt. Journalistes, associations, même des écoles qui voulaient que Maya vienne témoigner. Assise dans son salon, Maya se sentit submergée. « Je ne suis pas une héroïne, Alex. Je ne sais pas comment faire face à tout ça. » « Tu n'as pas besoin d'être une héroïne, » répondit-il doucement. « Tu n'as qu'à être toi. Et crois-moi, c'est suffisant pour changer les choses. » Le lendemain, Harris revint avec une nouvelle. Les vidéos circulent dans des groupes privés. Certains essaient de les vendre. Maya se figea. Vendre ? Comme si ma douleur était un spectacle ? C'est exactement ce qu'ils veulent en faire. Mais nous avons la loi et surtout, l'opinion publique.
Alexander croisa les bras, son regard sombre. Laissez-les essayer. Chaque fois qu'ils publieront, nous les poursuivrons. Et plus important encore, chaque tentative les fera paraître plus monstrueux. Mais dans l'ombre, les agresseurs commençaient à s'agiter. Les familles puissantes dont ils étaient issus craignaient le scandale. Déjà, des avocats se réunissaient, cherchant à réduire l'affaire au silence, à discréditer Maya. Ils ne le savaient pas encore, mais Maya, cette femme qu'ils avaient traitée des « échecs », était en train de devenir le visage d'une vérité bien plus grande qu'elle-même. Le lendemain de l'incident, la vie de Maya semblait basculer dans un tourbillon incontrôlable. Les vidéos de son humiliation circulaient partout, réseaux sociaux, journaux en ligne, blogs à sensation. Chacun y allait de son commentaire, certains la défendant, d'autres, avec une cruauté insensée, la jugeant encore comme si elle avait mérité ce qui lui était arrivé. Mais dans les coulisses, une force bien plus grande s'était mise en marche. David, son mari, n'était pas seulement un milliardaire par héritage ou par hasard. Il était l'un des plus grands investisseurs privés d'Amérique, avec des parts dans des entreprises, des banques et même dans certains médias. Son influence ne reposait pas uniquement sur son argent, mais sur les relations qu'il avait patiemment bâties au fil des années. Assis dans son bureau panoramique au dernier étage de la tour de verre qui portait son nom, David fixait les images de sa femme à genoux, les poignets liés, le regard brisé. Sa mâchoire se crispa. « Ils ont osé toucher à ma femme », murmura-t-il, la voix basse mais glaciale. Son assistant entra timidement, tenant un dossier. « Monsieur, les noms des responsables sont confirmés. Le directeur de la boutique, 2 employés, et il semble qu'un partenaire de la chaîne ait couvert l'affaire. » David hocha la tête. Son regard d'acier se fixa sur la ville en contrebas. Très bien. S'ils pensaient que Maya était une femme seule et faible, ils vont apprendre ce que signifie s'attaquer à elle. Il décrocha son téléphone, composa un numéro direct. La voix de son interlocuteur répondit immédiatement. « David ? Cela fait longtemps. Que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin que tu fasses tomber une enseigne. Brutalement. Et que chaque personne impliquée perde tout, emploi, réputation, avenir. » Un silence s'installa à l'autre bout du fil, puis une réponse ferme. « Considère que c'est déjà fait. » Pendant ce temps, Maya restait encore bouleversée. Elle avait passé la nuit à pleurer, serrée dans les bras de David. « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» sanglota-t-elle. « Peu importe ce que je fais, peu importe à quel point j'essaie d'être forte, on me rappelle toujours que je suis inférieure à leurs yeux. » David caressa ses cheveux doucement. « Écoute-moi bien, Maya. Tu n'es pas inférieure. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Et cette fois, tu ne seras pas seule à te battre. Je te le promets, ils vont regretter chaque seconde. » Dans les heures qui suivirent, la machine infernale de David se mit en marche. Avocats, journalistes, investisseurs, tout un réseau tissé dans l'ombre. La chaîne de magasins fut subitement frappée d'enquêtes financières, de révélations médiatiques et de menaces de retrait d'investissements massifs. Le monde allait bientôt découvrir que ce qu'ils avaient fait à Maya n'était pas seulement une erreur. C'était une guerre qu'ils venaient de déclarer. Le vent avait tourné, mais pas comme l'un ou l'autre l'avait imaginé. Alexander Cole ne cherchait pas à déchaîner un orage spectacle pour humilier ses adversaires, il préparait un assaut méthodique, à la fois public et chirurgical, qui allait peu à peu faire s'effondrer les protections invisibles qui abritaient les coupables. Dès l'aube, ses équipes juridiques déposèrent une série de plaintes civiles et pénales. Les avocats et de Maya travaillaient en coordination avec des journalistes d'investigation, pas pour créer un « buzz », mais pour asseoir des faits irréfutables. Alexander avait demandé à David Harris de prendre la plume une nouvelle fois. Cette fois, l'enquête ne parlerait pas seulement d'un acte isolé, mais d'un réseau de comportements tolérés dans certains milieux. La première manche fut la plus brutale, identification publique des participants, mise en cause des employeurs qui avaient fermé les yeux, et révélation sur des contrats et transactions douteuses qui liaient certains protagonistes au groupe médiatique. Les familles puissantes qui, quelques heures plus tôt, croyaient pouvoir étouffer l'affaire, virent leurs comptes rendus fiscaux et contrats revenir sous les projecteurs. « Vous avez envie de rire ?» lança Alexander lors d'une conférence de presse, ses mains immobiles sur le pupitre. « Regardez ces documents.
Regardez les échanges. L'humiliation de cette femme n'était pas un jeu isolé, c'est le symptôme d'un système. Maya, à ses côtés, finit par comprendre comment sa douleur pouvait se transformer en levier. Elle ne voulait pas voir ces gens ruinés pour le plaisir, elle voulait que la ville comprenne l'ampleur du mal et que des garde-fous soient posés. C'est pourquoi leur démarche mêlait réparation, dommages et intérêts, aide à la réinsertion pour les victimes, et prévention, programme de sensibilisation, sanctions professionnelles. La réaction ne tarda pas. Les premiers articles accusant certains groupes d'omerta sociale firent basculer l'opinion. Des annonceurs retirèrent leurs contrats, des conseils d'administration appelèrent des audits, des universités suspendirent des partenariats. Les comptes privés où l'on partageait des vidéos dégradantes furent traqués et plusieurs administrateurs rencontrèrent des poursuites pour complicité. Dans l'ombre, certains tentèrent la stratégie inverse, discréditer Maya. Des fuites prétendaient qu'elle cherchait la publicité, qu'elle avait scénarisé la scène. Des photos anciennes furent sorties de leur contexte. Mais la préparation d'Alexander couvrait ces attaques, ils avaient horodaté des preuves, préservé des témoins, obtenu des certificats médicaux, et surtout, rassemblé de nombreux récits qui confirmaient le climat de mépris systémique. Ils essaient de me faire taire en me rendant responsable de ma propre humiliation, confia Maya à une amie, la voix basse mais déterminée. Mais chaque tentative de me salir renforce au contraire la vérité. L'audience préliminaire fut la première grande scène publique. Les avocats des accusés plaidèrent la légèreté, erreur de jeunesse, la mauvaise interprétation. Mais les témoignages présentés par l'équipe de Maya étaient précis, froids et implacables, captures d'écran, messages échangés, déclarations d'employés de l'hôtel effrayés de parler. Un à un, les artifices de défense commencèrent à craquer. Quand Maya parla au tribunal, ce ne fut pas un cri de vengeance, mais une description nette des conséquences, la peur qui la suivait, les portes professionnelles qui se fermaient, la honte qu'on lui avait collée comme une étiquette. Son langage était simple, sans effet, c'était précisément ce qui rendit son témoignage dévastateur. Mais tout ne fut pas instantanément résolu. Les puissances en cause utilisèrent l'argent pour retarder les procédures, engager des cabinets de relations publiques et harceler les témoins. Il y eut des menaces anonymes, des messages qui cherchaient à intimider. Alexander répondit sans outrance, protection des témoins, recours judiciaire pour le harcèlement, et surtout, communication constante pour contrer la désinformation. Cette stratégie porta ses fruits, à mesure que l'enquête progressait, des personnes jusque-là silencieuses commencèrent à parler. D'anciennes employées d'entreprises liées aux agresseurs vinrent témoigner de pratiques similaires, des vidéos parallèles furent retrouvées et authentifiées. La ville découvrit que la scène au Somerset n'était pas une exception mais une image d'un problème culturel plus large. La portée la plus inattendue fut peut-être humaine. Autour de Maya se constitua un réseau de soutien concret, thérapeutes spécialisés aux frais des consultations, avocates pro bono se présentèrent, et une petite association locale proposa des formations pour les établissements publics afin d'apprendre à prévenir et répondre à ce type d'abus. Maya, qui craignait d'être transformée en symbole creux, se trouva pourtant au centre d'un mouvement qui demandait des changements réels. « Je n'ai jamais voulu être le visage d'une cause », dit-elle un soir à Alexander, alors qu'ils regardaient la ville s'éclairer depuis leur balcon. « Mais si ma douleur peut éviter à d'autres de l'endurer, alors tout cela a un sens. » Alexander posa sa main sur la sienne. « Tu as choisi la bonne bataille, » murmura-t-il. « Pas contre des personnes, mais contre l'indifférence. » L'affaire, qui avait commencé comme une simple vidéo virale d'humiliation, avait désormais un nom, le scandale Somerset. Les journaux en parlaient chaque jour, les chaînes d'information suivaient l'évolution, et les réseaux sociaux s'enflammaient sous les hashtags exigeant justice. Mais dans les coulisses, les coupables commençaient à paniquer. Au conseil d'administration de la chaîne hôtelière, les visages étaient fermés. Les actionnaires tapaient des poings sur la table, exigeant des explications. L'un d'eux, un homme au costume trop serré, s'emporta. « Comment avons-nous pu laisser ça arriver ? Une cliente ligotée et humiliée sur nos propres tapis. Et maintenant, c'est toute la marque qui est associée à cette honte. » Le directeur général, Blême, tenta une justification. « Nous ne pouvions pas savoir que cette femme avait des relations si puissantes. » La salle se glaça. Le mot était lâché. Pour eux,
Le problème n'était pas tant ce qui avait été fait à Maya, mais qui elle était mariée. Et ce raisonnement fit enrager davantage certains investisseurs, plus soucieux de leur profit que de la dignité humaine. Pendant ce temps, Maya reprenait doucement des forces. Elle suivait une thérapie pour gérer ses angoisses, et Alexander refusait de la laisser s'isoler. Chaque matin, il lui préparait un café, l'encourageait à sortir, même quelques minutes, à lever le menton face au regard parfois intrusif. Ils veulent que tu restes prisonnière de ce qu'ils ont fait. Mais la meilleure réponse, c'est de leur montrer que tu continues de vivre, lui répétait-il. Maya hochait la tête, parfois en silence, parfois en larmes. Mais au fond d'elle, quelque chose commençait à changer, sa honte se transformait lentement en une force inattendue. Dans les jours qui suivirent, de nouvelles révélations éclatèrent. Des employés actuels et anciens de l'hôtel commencèrent à témoigner anonymement. On découvrit que Maya n'était pas la première victime, plusieurs clients noirs avaient été victimes de traitements humiliants, parfois plus discrets mais tout aussi révoltants. Une ancienne réceptionniste, la voix tremblante, raconta à une journaliste. On nous disait de ne pas donner les meilleures chambres aux couples noirs, surtout s'ils venaient sans bagages luxueux. On devait inventer des excuses. J'ai eu honte d'obéir, mais si je refusais, je perdais mon travail. Ces révélations firent l'effet d'une bombe. L'affaire Maya n'était plus un incident isolé, c'était un système de discrimination institutionnalisé. Alexander, voyant l'opinion basculer encore davantage, choisit ce moment pour un coup décisif. Il organisa une interview télévisée avec Maya, diffusée en direct sur une grande chaîne nationale. Assise face à la caméra, Maya raconta son histoire calmement, sans pathos, avec des détails clairs. Elle décrivit l'humiliation, la douleur d'être traitée comme un objet, puis l'indifférence glaciale des responsables. Ils m'ont rappelé un échec, une moins que rien, mais je veux que chaque personne qui regarde sache ceci, personne ne mérite d'être rabaissé pour sa couleur de peau, pour son apparence, pour ce qu'il est. Ces mots traversèrent les écrans et touchèrent des millions de spectateurs. Même ceux qui ne connaissaient pas Maya virent en elle une femme digne, courageuse, et non la victime passive que certains voulaient peindre. Le lendemain, les conséquences tombèrent comme une pluie acide. Le PDG de la chaîne fut contraint à la démission. Plusieurs responsables furent licenciés. Les procureurs annoncèrent l'ouverture d'une enquête fédérale pour discrimination raciale systémique. Et pour la première fois depuis longtemps, Maya sourit sincèrement en lisant les gros titres. « Tu vois, Alex » murmura-t-elle en serrant sa main, « ce n'est pas seulement mon combat. C'est devenu plus grand que moi. » Alexander la regarda avec fierté. « Oui. Et crois-moi, ce n'est que le début. » La salle d'audience était pleine à craquer. Journalistes, caméras, citoyens curieux, tout le monde voulait assister à ce qui avait été surnommé par la presse, le procès Somerset. Les bancs de bois craquaient sous le poids des spectateurs, et l'air vibrait d'une tension presque électrique. Maya, vêtue d'un tailleur sombre, entra d'un pas lent mais assuré. Son mari Alexander à ses côtés, elle inspira profondément en voyant la foule. Les flashs des photographes crépitèrent, mais cette fois, elle n'était plus la femme humiliée de cette vidéo, elle était la plaignante, la voix d'un combat plus vaste. Du côté de la défense, les accusés et le directeur de l'hôtel, 2 employés impliqués, et un cadre supérieur de la chaîne affichaient des mines fermées. Leurs avocats, réputés et grassement payés, avaient préparé une stratégie, nier, minimiser, et surtout attaquer la crédibilité de Maya. Dès les premières plaidoiries, l'atmosphère fut glaciale. L'avocat principal de la défense lança, avec un sourire carnassier. « Votre honneur, nous avons affaire à une affaire montée en épingle par une femme qui cherche l'attention. Les preuves sont exagérées, et son mari milliardaire a manifestement tout intérêt à transformer ce cas en croisade médiatique. » Un murmure d'indignation traversa la salle. Maya baissa un instant les yeux, mais Alexander serra sa main. Le premier témoin à la barre fut un jeune employé de l'hôtel, encore en poste. Il tremblait en tenant sa déposition. « J'ai vu ce qui s'est passé. Ce n'était pas la première fois. On nous disait d'agir comme ça quand certains clients ne rentraient pas dans l'image que l'hôtel voulait donner. Mais avec madame, ça a été pire. Ils l'ont attachée et insultée. Moi, je n'ai rien fait. » La salle retint son souffle.
Les jurés échangèrent des regards lourds de sens. Puis vint une ancienne réceptionniste, celle qui avait déjà parlé aux journalistes. Cette fois, sous serment, elle raconta les instructions discriminatoires qu'elle recevait, ne pas donner de chambre avec vue aux clients noirs, inventer des excuses pour refuser les surclassements, et faire semblant que certaines suites étaient déjà réservées. Tout le monde savait. Mais personne n'osait parler, dit-elle, la voix brisée. Quand ce fut le tour de Maya, un silence complet s'installa. Elle s'avança jusqu'à la barre, le cœur battant. « Je ne suis pas ici pour me venger », dit-elle d'une voix ferme. « Je suis ici parce que ce qu'on m'a fait ne doit jamais arriver à une autre personne. Être humilié, attaché, appelé un échec, ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de tant de gens qu'on réduit au silence. Aujourd'hui, je refuse de me taire. » Ces mots frappèrent la salle comme une onde. Certains jurés baissèrent les yeux, visiblement émus. La défense tenta de contre-attaquer en produisant d'anciennes photos de Maya, en insinuant qu'elle aimait jouer la victime, en essayant de la déstabiliser. Mais elle resta digne, répondant calmement, sans colère. Et ce fut alors qu'Alexander intervint, non pas comme mari, mais comme témoin expert. Son équipe avait rassemblé des preuves financières, des échanges de mails internes, et même des vidéos supprimées montrant d'autres humiliations dans le même hôtel. Le coup fut fatal à la défense. Le juge suspendit l'audience pour la journée. Les journalistes se précipitèrent à l'extérieur, avides de titres chocs. Mais dans la voiture qui les ramenait, Maya resta silencieuse. Alexander posa une main sur son épaule. « Tu as été incroyable aujourd'hui. Peu importe le verdict, tu as déjà gagné. » Elle tourna la tête vers lui, les yeux embués mais brillants. « Alors pourquoi ai-je encore si peur ?» Alexander sourit doucement. « Parce que les puissants n'abandonnent jamais sans se battre. » Et dans son regard, Maya comprit que le pire restait peut-être encore à venir. La salle d'audience était plongée dans un silence pesant. Tous les regards convergeaient vers le jury, qui revenait après de longues heures de délibération. Maya sentait son cœur battre si fort qu'elle croyait que tout le monde pouvait l'entendre. Alexander, à ses côtés, lui tenait la main avec une fermeté rassurante. Le juge, impassible, demanda au jury. « Mesdames et messieurs, avez-vous atteint un verdict ?» La présidente du jury, une femme aux cheveux argentés, se leva lentement. Sa voix claire résonna. « Oui, votre honneur. » Elle déplia le papier, et lut. « Nous, le jury, déclarons les accusés coupables de discrimination raciale, de harcèlement aggravé, et de séquestration illégale. » Un murmure parcourut la salle. Maya sentit ses jambes faiblir, mais Alexander la rattrapa aussitôt. Elle ferma les yeux, laissant couler des larmes qu'elle n'avait plus cherché à retenir depuis des semaines. Le juge frappa de son marteau, exigeant le silence. Puis il énonça les peines. Le directeur de l'hôtel est condamné à 10 ans de prison ferme. Les 2 employés impliqués écopent de 5 ans chacun. Quant au cadre supérieur de la chaîne, il sera poursuivi au fédéral pour complicité et fraude, avec une peine potentielle de 20 ans. Mais le coup de grâce fut la décision civile, une amende colossale imposée à la chaîne hôtelière, ainsi que des dommages et intérêts à verser à Maya. Une somme astronomique qui, plus encore que l'argent, marquait une reconnaissance publique de la gravité des actes. À l'extérieur du tribunal, une foule s'était massée. Des pancartes brandies proclamaient « Justice pour Maya, plus jamais ça, dignité et égalité ». Lorsque Maya et Alexander franchirent les marches, les cris d'encouragement éclatèrent, comme une vague de chaleur humaine qui les enveloppa. Maya leva timidement la main, émue. Elle n'était pas une héroïne née, mais en cet instant, elle incarnait l'espoir de milliers de personnes. Pourtant, dans un coin de la foule, un regard sombre les observait. Un homme en costume noir, téléphone à l'oreille, murmurait. « Il croit avoir gagné. » Mais ce n'est pas fini. Un frisson traversa l'échine de Maya, sans qu'elle sache pourquoi. Car si le tribunal avait parlé, les puissants humiliés n'avaient pas encore dit leur dernier mot. La victoire avait été éclatante. Mais derrière le tonnerre des applaudissements, une tempête silencieuse commençait à se lever. Malgré le verdict retentissant, les responsables humiliés et disgraciés n'avaient pas l'intention de disparaître dans l'ombre. Pour eux,
Perdre la bataille judiciaire ne signifiait pas perdre la guerre. Dans un bureau luxueux à Manhattan, Derek Halloran, l'un des principaux accusés, regardait la une des journaux, justice rendue à Maya Jefferson. Son visage se crispa, et ses doigts frappèrent violemment sur le bureau en bois. Ce n'est pas fini. Il pense que nous allons laisser passer ça, hurla-t-il à son conseiller juridique. Nous avons perdu le tribunal, mais pas le terrain public, répondit l'homme calmement. Nous pouvons encore miner sa crédibilité, semer le doute, attaquer Alexander. Pendant ce temps, Maya commençait à sentir les premières attaques. Des appels anonymes menaçaient sa sécurité. Des courriels diffamatoires circulaient sur les réseaux sociaux, accusant Alexander et elle de manipuler les médias pour gagner de l'argent et du prestige. Même certains articles bien intentionnés furent subtilement déformés par des agences de relations publiques liées aux familles influentes. Une nuit, alors qu'elle quittait la résidence pour une conférence publique, un véhicule ralentit près d'elle. Une fenêtre s'abaissa et un homme masqué murmura. « Vous devriez faire attention à vos prochains pas. » Maya sentit son cœur battre plus fort, mais elle ne recula pas. Alexander était à ses côtés, impassible. « Peu importe ce qu'ils font, » dit-il calmement. Chaque menace, chaque manipulation, chaque tentative de nous intimider ne fait que révéler leur peur. Et la peur est le signe de leur faiblesse. Pour contrer ces attaques, Alexander mit en place une stratégie redoutable, protection rapprochée pour Maya, veille médiatique constante, et publication progressive de preuves supplémentaires sur les agissements des accusés. Il fallait montrer au public que ces puissants tentaient de manipuler l'opinion pour masquer leurs crimes. Des réunions secrètes avec des journalistes indépendants, des associations de droits civiques et des anciens employés de l'hôtel furent organisées. Ensemble, ils bâtirent une ligne de défense non seulement juridique, mais média et sociale, transformant les intimidations en transparence. Chaque mouvement qu'ils font pour nous intimider est documenté, expliqua Alexander à Maya. Et chaque document devient une arme. À mesure que les jours passaient, Maya comprit que cette bataille n'était pas seulement la sienne. Elle incarnait le symbole de milliers de voix muselées par la peur et l'injustice. Et même si la route était encore semée d'embûches, elle sentait naître en elle une force nouvelle, une résilience inébranlable. Elle n'était plus seulement la victime d'une humiliation impitoyable. Elle était devenue une combattante, capable de tenir tête à ceux qui croyaient que l'argent et le pouvoir pouvaient tout acheter. Et dans son esprit, une seule pensée résonnait. Ils peuvent essayer de nous faire tomber, mais nous allons nous relever, plus forts que jamais. Les mois suivants furent intenses. Les menaces des puissants se succédaient, mais chacune se heurtait à la stratégie implacable d'Alexander et à la détermination de Maya. Chaque tentative d'intimidation était documentée, exposée, et retournée contre ceux qui avaient cru pouvoir se cacher derrière leur argent et leur influence. Le tribunal civil rendit son jugement final. La chaîne hôtelière devait verser à Maya des dommages et intérêts astronomiques, et plusieurs des responsables furent interdits d'exercer dans le secteur de l'hôtellerie et de la gestion d'événements pour une période indéterminée. Les sanctions allaient au-delà de la simple réparation financière, elles portaient un message clair à tous ceux qui croyaient pouvoir humilier et discriminer impunément. « C'est fait », murmura Alexander en serrant la main de Maya après la lecture du verdict. Justice a été rendue. Maya sentit une vague de soulagement la traverser. Pour la première fois depuis cette nuit où elle avait été humiliée et attachée, elle respira librement. Son regard ne portait plus la peur, mais une force tranquille et déterminée. Mais la vraie victoire n'était pas seulement juridique. Maya avait commencé à s'engager publiquement, conférences, interviews, collaborations avec des associations de droits civiques. Elle voulait transformer sa douleur en changement réel, faire en sorte que d'autres personnes ne subissent jamais ce qu'elle avait vécu. Dans chaque discours, elle partageait son histoire, mais aussi son message. Vous n'êtes jamais seul, Votre voix compte. Et la justice n'est pas seulement dans les tribunaux, elle commence par le courage de parler. Dans l'intimité de leur résidence, Alexander la regardait souvent avec admiration. Tu as été incroyable, Maya. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, et sans tous ceux qui nous ont soutenus, répondit-elle. Pour Maya, la humiliation d'hier avait laissé place à une renaissance. Son nom, autrefois associé à la honte, était devenu un symbole de courage et de résilience. Les cicatrices physiques et émotionnelles demeuraient,
Mais elle racontait désormais une histoire de triomphe et de dignité retrouvée. Et tandis que la ville se rétablissait de ce scandale, Maya savait que chaque victoire avait un prix, et que la vigilance restait nécessaire. Mais elle n'était plus la femme terrorisée que l'on avait attachée et humiliée. Elle était devenue une force inarrêtable, prête à défendre la justice, protéger les autres, et inspirer ceux qui, comme elle, avaient cru que leur voix ne comptait pas. La peur peut briser un moment, murmura-t-elle à Alexander en regardant l'horizon, mais jamais elle ne brisera une vie reconstruite avec courage. Et pour Maya Jefferson, le futur ne serait plus jamais dicté par les humiliations du passé.